Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité, entrepreneur, fondateur de chaînes hôtelières, producteur et animateur de télévision et de radio français, figure de l'émission Il n'y a pas photo et de l'émission emblématique Il n'y a pas que la vérité qui compte, aux côtés de Laurent Fontaine sur C-Star et puis bien sûr bientôt sur W9. Pascal Bataille vient nous voir pour son livre Petit traité du silence à l'usage des gens bruyants, sorti aux éditions Guitry et Daniel. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Pascal Bataille. Bonjour Cyrielle, merci de m'inviter. Eh bien, merci à vous d'être venu nous voir aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Je suis ravie de vous rencontrer. C'est la première fois que l'on se voit. On va découvrir dans cette émission, enfin tenter de découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Pour ce faire, je vous demanderai 3 mots pour vous décrire dans un premier temps. Vous diriez lesquels ? Bienveillance, sérénité et action. Et action. Eh bien, on va voir si ça colle avec votre personnalité donnée tout au long de cette émission, où l'on démarre par le début, toujours le début. Pascal Bataille de Bâgé, vous êtes né un 25 janvier dans les années 60 à Bordeaux. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? Une enfance privilégiée dans un cadre. Je suis né à Bordeaux, j'ai grandi à Bordeaux. Un père neuropsychiatre et psychanalyste, une maman qui élevait ses 4 enfants à la maison, une éducation dans un milieu bourgeois privilégié, culturellement très ouvert. Donc j'ai bénéficié de tout ça, de tout cet environnement. J'avais un père d'une érudition infinie qui m'a permis de m'ouvrir à plein de choses, notamment la philosophie, la littérature, la philosophie, l'art, la musique, etc. Donc j'ai été un enfant gâté par la vie de ce point de vue-là. Éducation chez les jésuites, dans un milieu catholique, mais les jésuites sont aux catholiques. Qu'est-ce que je vais prendre comme métaphore ? ce que Pascal Bataille est à la télévision, c'est-à-dire des gens un peu atypiques et qui vous apprennent. Enfin, en tout cas, ils m'ont appris une vertu qui m'a guidé tout au long de ma vie, qui est le doute. Voilà, ce sont les jésuites. En fait, alors évidemment, j'ai eu un enseignement de la religion catholique, mais en même temps où on vous apprenait à douter de ce qu'on vous enseignait. Et donc ça, c'est assez extraordinaire parce que ça forge des esprits qui sont pas trop crédules et qui essaient un peu toujours de mettre en cause ce qu'on leur raconte, la pensée dominante. Exactement. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et c'est ce qui est très compatible avec la philosophie, bien évidemment, puisque c'est la même façon de penser, quelque part, de toujours remettre en question. Et c'est aussi très juif, on le dit très souvent dans cette émission, puisque dans la religion juive, c'est la religion du questionnement perpétuel, comme ça. Quel genre de petit Pascal vous étiez quand vous étiez petit ? Alors, j'ai été un petit Pascal. Alors, il y a ou un grand d'ailleurs, parce que vous êtes grand. Je suis grand, oui. Il y a le petit Pascal des premières années jusqu'à l'adolescence qui était plutôt très bon élève, assez sérieux. Pour vous dire, quand j'étais passage, qui arrivait rarement, ma mère me privait de lecture. Donc, vous voyez, en fait, mon plaisir le plus grand, c'était de lire. Et donc, quand j'étais passage, parfois, il m'est arrivé qu'elle me supprime mon bouquin pour me punir. Voilà, après adolescent, j'ai été un peu plus... pas rebelle, mais en tout cas, j'ai profité un peu des plaisirs de la vie. J'ai été curieux et ouvert à d'autres choses, mais j'ai toujours été plutôt assez facile, je crois. Voilà. Curieux et ouvert, je vais retenir ça parce que vous allez étudier au collège-lycée Saint-Joseph de Tivoli à Bordeaux et puis vous allez intégrer les classes préparatoires littéraires de Hippocagne et Cagne au lycée Henri IV à Paris. Vous allez obtenir une maîtrise de lettres et philosophie et un DESS de journalisme. Est-ce que finalement, donc on comprend bien évidemment la curiosité de tous ces secteurs, je dirais. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul de la vie, Pascal Bataille, vous avez le destin que vous imaginiez quelque part ? Non, oui et non. En fait, la première réponse c'est non parce qu'en fait, je me rêvais quand j'étais jeune, je me rêvais écrivain et j'aurais adoré
en fait, pouvoir écrire, vivre de ma plume. Et en fait, je suis passé par bien des détours avant de publier aujourd'hui mon premier livre personnel que je signe seul, parce que j'en ai publié pas mal, mais toujours en co-signature, soit avec Laurent Fontaine, soit avec d'autres amis journalistes, etc. Donc finalement, aujourd'hui, j'arrive peut-être un peu à rejoindre le chemin que je me forgeais dans mon adolescence. Entre-temps, j'ai pris plein de chemins de traverse, mais dont je ne regrette aucun, et qui m'ont permis aussi d'être celui que je suis aujourd'hui. Évidemment, on va en parler dans un instant. Ce livre dont vous parlez, c'est Le Petit Traité du silence à l'usage des gens bruyants, sorti aux éditions Guy Daniel, on va en parler dans un instant, mais déjà l'occasion de dire qu'il est extrêmement bien écrit. En tout cas, moi, j'ai vraiment trouvé que ce n'était pas du tout... en fait, ça ne donne pas du tout l'air d'être un premier livre, tellement il est bien construit. On sent qu'il a été mûri. C'est le fruit d'une longue réflexion et on le comprend parce qu'on va l'expliquer dans un instant. Mais tout d'abord, vous êtes entrepreneur dans l'âme, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'à 23 ans, c'est-à-dire quand même très tôt, avec quelques amis journalistes, vous allez fonder une première agence de presse parisienne, dédiée à la radio. C'était un peu ce qui voulait peut-être concurrencer, peut-être que le mot est un peu fort, l'AFP, vous diriez ? Alors, c'était en fait avant que l'AFP elle-même, grosse agence de presse française pour ceux qui ne connaissent pas, ne se mette dans l'idée de fournir en bulletin d'information les radios. On a eu, nous, cette idée, effectivement. Alors, il faut savoir qu'on se reporte dans des époques lointaines déjà. On est au début des années 80. Oui. C'est l'éclosion de ce qu'on appelle les radios libres, des radios libres qui deviennent ensuite très vite des radios privées. Ces radios privées, elles sont locales. Elles sont à Rouen, à Lyon, à Nice, à Marseille, à Bordeaux. Et elles n'ont pas les moyens d'avoir des rédactions parisiennes pour aller à la rencontre des politiques, des syndicalistes, de l'actualité générale qui se fait dans la capitale. Et donc, on a l'idée de fournir toutes ces radios en bulletins, en journaux radio qu'on leur envoie par ligne téléphonique spécialisée. Et donc, on est la rédaction parisienne de chacune de ces radios, chacune ayant l'exclusivité de notre service. Voilà. C'était assez brillant quand même. C'était une belle idée. D'ailleurs, assez vite, ça a rencontré le succès et on a été racheté par le groupe R100, qui est aujourd'hui le groupe du Figaro. Voilà, donc effectivement. Et après, l'AFP a fait la même chose. C'est eux qui sont venus concurrencer cette première idée. Et ce groupe existe encore ? Alors non, entre-temps, il a été dissous parce que c'est vrai que quand l'AFP a mis tous ses moyens et tous ses journalistes au service de ça, d'une part, ça a fait une concurrence assez difficile. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que toutes ces radios privées sont devenues, se sont syndiquées au sein de gros réseaux. Et puis de toute façon, aujourd'hui, on a nos correspondants un petit peu partout, voilà, qu'on soit en radio. Et que l'argent venant avec la publicité, etc., elles ont pu se fournir elles-mêmes en journalistes, et c'est tant mieux. Très vite, une rencontre va bouleverser votre vie privée et personnelle, je dirais. Pascal Bataille, c'est celle du journaliste Laurent Fontaine. C'est un coup de foudre peut-être amical dans un premier temps et professionnel très vite. Exactement, coup de foudre amical. On se rencontre à un concours de jeunes journalistes. Un cocktail et on se rend compte qu'on habite à 100 mètres l'un de l'autre. On partage le même taxi en rentrant. On a un petit peu bu, avec modération évidemment, mais on a bu 2 coupes de champagne, on est dans l'euphorie d'avoir gagné ce concours et on signe des autographes au taxi sur ses fiches sur ses notes de taxi en lui disant que ça vaudra un jour très cher sur eBay. On sait pas encore que eBay existera un jour, mais on lui dit vous inquiétez pas, un jour ça vaudra de l'argent. Bref, on est dans l'euphorie du moment et on ne se quitte plus. Le lendemain, on se revoit et on devient les meilleurs amis du monde avant de travailler ensemble et de former plus tard, une dizaine d'années plus tard, un duo de télé. Mythique, on peut le dire. C'est gentil de dire mythique, mais en tout cas un duo de télé dont je dis souvent que le meilleur directeur de casting n'aurait sans doute pas réussi à le composer de façon aussi complémentaire, aussi dissemblable physiquement et en même temps justement formant une sorte de logo vivant à eux deux, à tel point qu'effectivement dans l'esprit des gens, personne ne sait qui est Bataille, qui est Fontaine, qui est Pascal, qui est Laurent, que quand on se balade dans la rue tout seul,
on entend les gens dire, regarde, c'est Bataille et Fontaine, mais voilà, on est une sorte de marque à tous les deux. Et c'est vrai que je dis également souvent moi, j'aurais pas fait la carrière télé que j'ai faite si j'avais pas eu Laurent à mes côtés. Et inversement, sans doute. Je pense qu'il se dit la même chose aussi. Voilà. Quand on vous voit à la télévision, on a tendance à penser que vous êtes totalement complémentaires, sur la même longueur d'onde, et parfois pas toujours, mais c'est ce qui fait aussi la richesse de cet échange, où toujours finalement vous réussissez à amener les gens avec vous, notamment ceux qui sont en face de vous. On va l'expliquer dans un instant. Vous avez d'abord commencé à travailler ensemble, vous êtes fait repérer, il faut l'expliquer, par un livre écrit à 4 mains, Guide de la combine. Vous allez travailler dans la production, l'édition, mais aussi la télévision, et vous êtes repéré entre autres par Pierre Lescure. Vous faites vos premiers pas sur Canal Jimmy avec Chronique des rebelles et Le meilleur du pire. Et j'ai trouvé ça très amusant parce que si on ne s'arrête qu'au titre, on a envie de se dire finalement, est-ce que vous n'étiez pas à l'époque les sales gosses devenus les pères aujourd'hui de la télévision, en disant finalement, faites-nous confiance parce qu'on a tout vécu, nous aussi on est passé par là quelque part. Oui, c'est une analyse très intéressante. Que je n'avais pas fait honnêtement avant que vous la formuliez, Cyrielle, mais c'est vrai qu'au début, on a commencé avec un parrain comme Pierre Lescure qui avait ce côté poil à gratter. C'était quand même un grand monsieur de la télévision, mais qui avait inventé sur Antenne 2 à l'époque, puis sur Canal+, des émissions mythiques, et qui nous dit, allez-y les garçons, je vous fais confiance, vous avez des émissions pour vous sur cette nouvelle chaîne Canal Jimmy, qui est la chaîne sur laquelle sont nées en France des choses cultes comme la série Friends, par exemple, Seinfeld, il y avait Edouard Baird et Ariel Wiesman qui faisaient une émission. Enfin voilà, c'était... disons, le comble de la branchitude des début des années 90, et on nous met là-dessus. Et c'est vrai qu'on avait ce côté un peu sale gosse, un peu impertinent, qu'on a gardé ensuite en arrivant sur TF1, puisque même dans l'émission un peu institutionnelle qui était Combien ça coûte, une de nos rubriques était le gaspillage de l'argent public, où on allait là aussi gratter un peu là où ça faisait mal par rapport à tout cet argent qu'on peut voir dépensé de façon pas forcément très intelligente par nos gouvernants ou nos décideurs. Il y aura aussi, vous devenez aussi producteur délégué de Coucou, comme chroniqueur aussi de Comme un lundi. À 27 ans, on est en 97, c'est un tournant dans votre carrière, grâce à Étienne Moujotte, alors patron de TF1, puisqu'il va vous proposer finalement les clés de la boutique, comme on dit. Vous allez alors développer Y a pas photo pendant 5 ans, créer plusieurs programmes, produire photos de vacances, drôle de petits champions, tout le monde se lève, zéro de conduite, la méthode Coé, et puis bien sûr l'émission mythique Il y a que la vérité qui compte, où l'on vous retrouve à l'animation, co-animation je dirais, une émission qui vise à mettre des gens en contact avec d'autres à qui ils ne parlent plus, qu'ils ont quittés ou pour diverses raisons bien évidemment, et cela m'a fait sourire. Je veux dire pourquoi, Pascal Bataille, parce que c'est une émission qui brise le silence, alors qu'aujourd'hui dans ce livre vous faites l'apologie de ce silence. Oui, alors, si on peut s'attarder 2 minutes, évidemment, parce que ça mérite un tout petit peu de nuance, effectivement. Vous avez tout à fait raison. Et en même temps, effectivement, le but de Y a que la vérité qui compte, c'est de recréer du contact, du lien et de la parole, là où il y a une fracture, alors qu'elle soit due à l'absence, qu'elle soit due à une dispute, qu'elle soit due à un amour non dévoilé, etc. Mais en même temps, Il y a que la vérité qui compte est une des rares émissions de télévision où le silence prend toute sa place. Et on a, je le raconte d'ailleurs dans le livre, quand on livre la première émission à TF1, on nous la renvoie en nous disant, les garçons, vous avez oublié de couper 1 minute de silence. Et on dit, mais non, ça fait partie de l'émission, cette minute de silence où tout se dit dans les regards, dans l'émotion qui se dit sur le visage et dans les yeux des gens. Ça fait partie de l'émission. Donc, Il y a que la vérité qui compte, c'est aussi donner sa place au silence. Et à l'inverse, le livre, mais on y reviendra, je ne veux pas faire trop long, mais le livre n'est pas qu'une apologie du silence, c'est une apologie. C'est une incitation à redonner de la place au silence dans nos vies et dans notre quotidien. Mais en revanche,
il y a des chapitres qui montrent que le silence n'est pas toujours vertueux. C'est un outil merveilleux dont il faut savoir faire bon usage, comme la parole est un outil merveilleux dont on fait souvent mauvais usage. Ça c'est bien dit. Vous veillez juste à ne pas transformer le silence en absence. C'est ce que vous dites à la télévision lorsqu'il y a cette minute de silence qui peut sembler très longue et qui est souvent confondue avec ce qu'on pourrait dire le choléra en radio. Vous savez, on déteste ce silence. Moi, j'avoue tout à fait adorer les laisser vivre ces silences-là parce qu'il y a souvent une grande émotion, vous l'avez dit très justement, qui se cache derrière. Vous, Pascal Bataille, le silence, vous l'avez brisé 2 fois, je me permets à titre personnel, puisque vous en parlez dans cet ouvrage-là, notamment concernant 2 maladies dont vous parlez, l'une pour laquelle ça va beaucoup mieux, j'ai cru comprendre, Oui. donc peut-être qu'on ne s'y attardera pas, mais On une peut autre qui on peut a en parler si vous le souhaitez. toute son importance, Oui. celle de votre oreille. Oui. Et je me suis demandé si finalement, c'était pas quelque part ce livre-là, parce que c'est le dernier chapitre finalement, un peu comme une envie folle de pouvoir être à un moment donné dans le vrai silence. Oui, c'est vrai que ce silence que j'ai perdu effectivement depuis plus de 30 ans, puisque moi je ne le perçois plus jamais. J'ai des acouphènes, comme malheureusement beaucoup des personnes qui nous écoutent. Je ne suis pas le seul à être victime de ce handicap, mais c'est quand même quelque chose d'assez handicapant, à la fois physiquement, c'est gênant, c'est perturbant. Au début, on a envie de se taper la tête contre le mur. Et puis, je dirais un peu philosophiquement, de se dire, plus jamais on ne saura goûter le vrai silence. Et c'est vrai que ce livre, il est aussi il a été une façon de me replonger au moment où effectivement j'étais malade, puisque voilà, je l'ai dit, j'ai eu un cancer du poumon, je suis actuellement en rémission et je veux porter à ce niveau-là un vrai message d'optimisme et d'espoir pour tous les gens qui souffrent de cancer et notamment de ce cancer du poumon qu'on soigne heureusement de mieux en mieux. Et donc cette période qui m'a obligé évidemment à me mettre un peu en recul, à faire un peu un pas de côté par rapport à pas mal de choses de ma vie, eh bien a été très propice à l'écriture de ce livre et à laisser, à me permettre de retrouver d'une autre façon ce silence que je ne connais pas physiquement. Vous parlez beaucoup de l'utilité de ce silence et notamment en disant le silence, ça soigne. Ça soigne, c'est pas moi qui le dis, c'est beaucoup de médecins, c'est beaucoup de scientifiques, ce sont des études très précises. Le silence, on aurait bénéfice à le fréquenter davantage effectivement dans nos vies, parce que il a été montré par exemple que ça fait baisser dans l'organisme le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc effectivement, se mettre dans le silence, eh bien mécaniquement et physiquement, ça fait tout de suite baisser notre stress et notre niveau d'énervement, etc. Donc ça, on sait que c'est très vertueux. Ça permet, disent certaines études récentes, de régénérer des neurones. Donc certains qui ont peut-être en ce moment les neurones un peu à plat ou qui se sont en allés trop vite, auraient bénéfice aussi à utiliser les vertus du silence. Et on sait aussi que physiquement, enfin voilà, c'est un état, la méditation, on le sait par exemple, c'est un état qui permet à plein de choses dans notre organisme d'aller mieux globalement. On comprend, vous, que vous trouvez cet état de méditation peut-être au travers du yoga, puisque vous parlez de Clarisse, je crois, qui est votre professeure de yoga dans votre ouvrage. Je pense à nos auditeurs et je me dis que finalement, ceux qui achèteront ce livre se diront que, eh bien, c'est une sorte d'autre apologie, celle du Shabbat, si je puis me permettre, parce que dans le Shabbat, il y a cette retraite, finalement, ce silence que l'on s'impose, où l'on éteint la télévision, où l'on ferme un petit peu tout ce qui est propice au bruit, à la lumière, on se met à l'écart de tout, pour pouvoir se rapprocher de nous-mêmes, de notre âme, finalement, puisque vous dites aussi, le silence est propice à l'exploration de soi pour une nouvelle présence à soi. J'ai trouvé que c'était assez similaire. Oui, certainement. Alors, je ne pratique pas moi-même le Shabbat. Je connais évidemment la pratique, mais je ne pratique pas moi-même. Bien sûr. Et j'ai pas pu expérimenter effectivement. Mais je suis tout à fait convaincu que le Shabbat est une façon, effectivement, comme la méditation, comme le yoga, comme d'autres formes de réflexion spirituelle, de moments spirituels qu'on s'accorde, une façon merveilleuse, effectivement, de se redonner un petit peu de temps pour soi et de se recentrer un peu pour mieux, finalement, mieux se connaître, être en phase avec soi-même, et on va beaucoup mieux. Je dis souvent que je me trouve en ce moment
pour plein de raisons, tellement plus en phase avec moi-même qu'il y a quelques années, et que je suis convaincu que ce qui émane de moi aujourd'hui est bien plus bénéfique pour les gens avec qui je suis, parce que je suis beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus serein, et voilà. Et du coup, les gens me renvoient des ondes de bienveillance. Enfin, c'est un cercle vertueux, tout ça. Vous parlez de vous. Je me suis posé la question en lisant cet ouvrage-là, parce que c'est mon chapitre peut-être préféré, pour être très honnête, c'est le rapport à Dieu dans cet ouvrage. Et puis, parce que vous parlez des médias qui vont très très vite, évidemment, je me suis dit qu'une émission de télévision pouvait beaucoup vous plaire, parce qu'elle était sur C8. C'est Bienvenue au monastère, qui fait aussi office d'une émission qui parle beaucoup de ce silence-là. Et alors, dans ce silence avec Dieu, dans cette émission-là, ce chapitre, Silence de Dieu, quel est votre rapport, vous, à Dieu, et comment vous pouvez nous parler de ce chapitre qui est très très intéressant pour nos auditeurs notamment? Alors, personnellement, je ne suis pas croyant. Ou en tout cas pas dans un Dieu précis, et je ne suis pas religieux. J'ai été, je vous le disais à l'instant, élevé dans la religion catholique. Je me suis ouvert à plein d'autres religions par curiosité intellectuelle, et parce que effectivement j'ai des amis qui croyants, qui appartiennent à d'autres formes de croyances, des amis juifs, des amis musulmans, des amis bouddhistes, etc. qui sont cette curiosité s'entend dans votre livre, dont j'ai essayé de me nourrir, parce que c'est passionnant, effectivement, leur rapport à leur foi. Et je n'ai pas cette chance, j'allais dire, oui, cette chance, en tout cas, je m'en débrouille autrement, mais j'ai pas cette qualité-là d'avoir la foi. Mais c'est passionnant d'être avec des gens qui ont la foi. Et le Dieu, quel que soit le nom ou la forme dont on le respecte et dont on le prie, et quelle que soit la religion à laquelle on appartienne, pour moi, en tout cas, ce rapport à Dieu, pour moi, il est équivalent, quelle que soit la religion, dans l'intimité même de chaque personne. Et ce qui est intéressant, c'est justement, dans ce chapitre-là, c'est de questionner ce rapport à Dieu, et qui m'a intéressé moi, alors que moi, je n'en ai pas directement, mais notamment au silence de Dieu, puisque a priori, et sauf quelques très grands privilégiés, mystiques ou saints ou prophètes, on n'a pas souvent Dieu au téléphone ou en communication immédiate. Et les plus grands mystiques disent eux-mêmes qu'ils ont ressenti cette absence de Dieu, et que quelque part, c'est dans cette absence qu'ils ont parfois trouvé le plus beau ferment, la plus belle façon de nourrir leur foi. C'est-à-dire, en fait, ce silence de Dieu. Donc ça serait tellement facile qu'il nous parle comme ça au quotidien, qu'il nous donne ses instructions, ou qu'il nous donne ses conseils, etc. Mais non. Et puis il est parfois tellement absent aussi dans le fait qu'il laisse des choses tellement horribles, atroces se produire au quotidien, qu'on peut se dire mais où est-ce qu'il est? Et en fait, les gens qui croient vraiment, et je trouve ça merveilleux, eh bien ils trouvent dans ce silence-là et dans cette absence-là la plus belle façon de nourrir leur foi, parce que effectivement, cette épreuve est une preuve. Et c'est ce que vous écrivez, que l'on soit croyant ou athée, le silence de Dieu nous ordonne de chercher, voire d'élaborer le sens de notre existence. En cela, il est sans doute bien plus enrichissant que n'importe quelle parole divine. C'est très joliment écrit, évidemment. On reste avec vous, évidemment, Pascal Bataille, pour votre ouvrage Petit traité du silence à l'égard des gens bruyants, aux éditions Guitre et Daniel. On entend une chanson que vous aimez beaucoup, on l'écoutera évidemment entièrement à la fin de cette émission. Dans un instant, et bien sûr, la chronique théâtre, l'édito de Madar, le portrait, mais tout de suite, c'est le rappel des titres. Restez avec nous sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Les États-Unis ont présenté à l'Iran une proposition écrite pour un accord nucléaire lors du 4e cycle de négociations entre les deux pays, révèle le média Axios. Proposition faite dimanche à Oman. Ce matin, le président américain Donald Trump s'est dit optimiste quant à la signature d'un accord avec Téhéran sur le nucléaire.
Les troupes israéliennes ont éliminé 5 hommes armés à Tamoun en Judée-Samarie ce matin suite à des échanges de tirs. Dans la ville voisine de Touba, ce sont 2 hauts responsables terroristes qui ont été interpellés par la police aux frontières. Alors que des négociations directes entre Ukraine et Russie doivent avoir lieu cet après-midi en Turquie, le ministre russe des Affaires étrangères qualifie de pitoyable le chef d'État ukrainien. Plus tôt, Volodymyr Zelensky avait réclamé que son homologue russe Vladimir Poutine participe en personne au pourparlers. Puis en France, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy n'a plus de bracelet électronique depuis hier. Étant âgé de 70 ans, sa requête avant d'avoir exécuté la moitié de la peine est recevable, a annoncé le parquet de Paris ce matin. Le domicile et la permanence parlementaire du député LFI Sébastien Delogu ont été perquisitionnés. Cela intervient dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte l'année dernière pour des faits présumés de vol et recel de vol. Selon l'entourage de l'élu, cette fouille serait liée à une suspicion d'abus de biens sociaux au sein de l'entreprise Laser Propreté, au centre d'un conflit relatif au nettoyage du métro et de la gare Saint-Charles de Marseille. Enfin, il ne briguera pas un 12e sacre mondial. Le judoka Teddy Riner ne participera pas aux mondiaux de Budapest en Hongrie le mois prochain. De retour à l'entraînement depuis seulement quelques semaines, le quintuple champion olympique n'entend pas précipiter son retour à la compétition. Et merci beaucoup Etani Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Pascal Bataille et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Jacques Fredge, directeur du Mémorial de la Shoah. 80 ans après la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, nous sommes confrontés à une vague sans précédent d'antisémitisme, de désinformation et de tentatives d'instrumentalisation de l'histoire de la Shoah. Pour développer ces actions pédagogiques et transmettre à toujours plus de jeunes des connaissances historiques sur la Shoah, pour déconstruire les préjugés, pour redonner un sens aux mots contre la haine en ligne, pour former les enseignants, le Mémorial a besoin de votre soutien. 75% de votre don est déductible de votre IFI. Faites un don. Mémorialdelashoah.org. Merci. Vous rêvez d'Alia? Le moment est venu de passer à l'action. Dimanche 18 mai, ne manquez pas le salon de l'Alia. Informations, rencontres, conseils personnalisés, tout pour construire votre avenir en Israël. Inscrivez-vous vite sur le site de l'Agence Juive et préparez votre projet en toute sérénité. agencejuive.org. Adresse communiquée après inscription. Le salon de l'Alia, le 18 mai. Israël vous attend. Bonjour, c'est Ilana Ferradian. Vous connaissez ma voix depuis une dizaine d'années maintenant, mais pas forcément mon histoire. Cette histoire, j'ai décidé de vous la raconter sans filtre, à travers mon livre « 7 ans à t'attendre, journal de bord d'une PMA ». Je m'y livre sans tabou sur mon infertilité, à travers les nombreux suives que j'ai dû endurer pour avoir ma fille. Parce que c'est un sujet qui touche énormément de femmes et de couples dans la communauté. J'espère vous donner de la force et de l'espoir. 7 ans à t'attendre, journal de bord d'une PMA, en librairie le 16 mai prochain, aux éditions David Reynark. Radio J. Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Pascal Bataille, pour son ouvrage Petit traité du silence à l'égard des gens bruyants aux éditions Guy Trédaniel, 24 chapitres. Et vous démarrez ce livre, Pascal, de la manière dont il pourrait aussi finir, en écrivant à tous les pseudo-experts et les docteurs en prévisionnisme, à toutes les autoproclamées grandes gueules, à tous les matadors et les va-t-en-guerre, à tous les communautaristes de tout poil, à tous ceux que j'oublie et avant tout à moi-même. Vos gueules, les mouettes, parlons un peu moins, réfléchissons un peu plus. Oui, alors ça peut paraître un peu polémique, un peu volontairement, justement, j'ai mis cette dédicace en début d'ouvrage pour que justement ça fasse un peu parler et que ça fasse un tout petit peu de buzz. Je dédie même le livre à plein de gens et j'en oublie beaucoup et dont certains avec certains, j'ai pu discuter de ça depuis quelque temps. Oui, je trouve que globalement, on parle beaucoup trop vite surtout, et encore une fois, c'est un impératif que j'essaie de m'assigner à moi-même. On devrait reprendre un petit peu cette bonne habitude d'écouter plus, de laisser un peu plus reposer
parole de l'autre, raisonner la parole de l'autre en nous avant de faire ce que beaucoup de chaînes d'infos notamment nous donnent comme spectacle, c'est-à-dire des cacophonies où ni l'intelligence, ni la pensée, ni le respect de l'autre ne gagnent quoi que ce soit au final, et où finalement chacun reste sur ses positions sans avoir progressé d'un iota. Ce que vous dites qui est très intéressant dans votre ouvrage, c'est que vous parlez notamment d'une émission que je ne citerai pas évidemment pour empêcher cette punchline, on peut dire ça comme ça, qui pourrait arriver. Mais tout ça pour dire que a priori, au moment de la guerre, quand la guerre a démarré entre l'Ukraine et la Russie, c'est à ce moment-là où vous êtes un peu insurgé de tous ces... je veux dire polémistes qui viennent, éditorialistes, qui viennent donner leur avis sur les guerres, en tout cas commenter l'actualité, qui finalement se trompent et que l'on revoit des années plus tard toujours dire finalement, donner leur avis alors qu'ils s'étaient trompés, et donc on leur donne ce crédit qui n'est plus finalement. Oui, je parle notamment effectivement parce que la guerre entre l'Ukraine et la Russie, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a donné un parfait exemple de ça. Effectivement, c'est cette kyrielle d'experts qui, pour certains, sont des experts autoproclamés, mais d'autres ont toutes les références nécessaires. Mais ce flux continu et nécessaire que créent les chaînes d'information, où il faut absolument de la parole en permanence, oblige ces gens-là, même s'ils sont très compétents, à donner des avis péremptoires, affirmés, catégoriques, etc. Et on a vu effectivement pendant la guerre, le début de la guerre, si vous vous souvenez, et c'est incontestable, on avait tous les experts, colonels, généraux, anciens chefs d'état-major de ceci ou de cela, qui nous expliquaient que l'Ukraine allait bouter la Russie et Poutine hors de ses frontières en quelques semaines, que l'armée russe était exsangue, que le système russe a été au bord de l'effondrement. Et voilà, qu'est-ce qu'il en est effectivement 3 ans après? Je ne vais pas vous faire le tableau, vous le connaissez mieux que moi. Et ces mêmes experts continuent de parler en permanence sans jamais s'être excusé de s'être trompé, et vous explique maintenant pourquoi la Russie effectivement a toutes les chances de conserver les territoires qu'elle a conquis. Ouais. Mais à aucun moment il y a une autocritique, à aucun moment il y a une remise en cause de ces avis très catégoriques qui ont été donnés à l'époque, et on continue effectivement de nous nourrir de ça, c'est dans une information présentée comme de l'information alors que ce ne sont que des opinions. Pascal Bataille, vous avez été à de nombreuses reprises à la radio et dans d'autres médias évidemment que ceux que j'ai évoqués. On ne pourra pas tout dire dans cette émission, mais est-ce que, en vous entendant parler, vous n'aimeriez pas faire une émission avec du recul, moins dans le hard news, plus dans l'info à un moment donné, alors qu'aujourd'hui vous êtes encore dans le divertissement? On va en parler dans un instant. Oui, mais vous savez, oui, bien sûr que j'aimerais que, non pas que je me sente plus qualifié qu'un autre, on est très nombreux à pouvoir faire ça, mais j'adorerais le faire en tout cas. J'adorerais le faire. Vous savez que malheureusement dans notre pays, plus que dans d'autres, on a tendance à mettre des casquettes à coller de façon indéterminée des casquettes aux gens. Si vous faites du divertissement, vous êtes bon qu'à faire du divertissement. C'est pour ça que publier ce livre m'amusait beaucoup, parce que personne ne m'attendait là-dessus. Et si vous faites de l'info, vous êtes incapable de faire sourire ou de faire quelque chose d'un petit peu divertissant. Ce qui est faux. Je me rappelle toujours mon camarade Michel Field, qui a commencé quand même ça, alors qui est un contre-exemple parfait à ce que je viens de dire, mais c'est un des rares. Il a commencé en se mettant des slips sur la tête dans l'émission de Christophe de Chavannes, Ciel mon mardi, et il a fini directeur de l'information de France Télévisions. Mais c'est un contre-exemple. La plupart du temps, si vous faites du divertissement, vous êtes un con, un imbécile en tout cas, et si vous faites du sérieux, vous êtes incapable de vous amuser de temps en temps et de prendre du recul. Donc c'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. Encore, je me permets un très bon contre-exemple qui est très proche de vous, Cyril Hanouna, qui a commencé fait salaire à la télévision et qui termine aujourd'hui peut-être patron d'une chaîne à un moment donné, en tout cas qui avait sa chaîne il y a encore quelques semaines, qui est brillantissime quand il parle de politique, qui peut parler de tout aujourd'hui. Donc on peut tout faire, je pense, dans cette génération. C'est vrai qu'à un moment, ce que vous disiez, Pascal Bataille, était très vrai. Il y avait des carcans de moins en moins en 2025. J'espère de moins en moins, mais je suis pas sûr que Cyril soit le parfait, que tout le monde soit comme Cyril. Cyril est lui aussi, j'espère que ce que vous dites est vrai, mais je suis pas sûr qu'on laisse autant quand même de latitude
aux jeunes générations pour s'exprimer dans des univers très différents. Et c'est quand même très français, ça. En Italie, aux États-Unis, en Israël, pour ce que j'en sais, on ne cantonne pas les gens de cette façon. Et puis certains, parfois, démarrent à la télévision et terminent président. Mais c'est encore un autre et vaste débat. À la rentrée, là, en ce moment, vous êtes tous les jeudis sur C-Star, Pascal Bataille, dans l'émission Il y a que la vérité qui compte avec Laurent Fontaine. À la rentrée, vous serez sur W9. J'ai envie de savoir avant toute chose, puisque cette émission a connu un très grand succès il y a à peu près 23 ans, comment vous êtes revenu à la télévision? Comment cette proposition a été faite? Et c'est une question très très personnelle, vous allez comprendre pourquoi. Alors l'émission s'est arrêtée en 2007 sur TF1. Effectivement, 15 ans plus tard, alors 13 ans plus tard, très exactement, il y a un événement dont vous vous souvenez qui est le confinement. Pendant le confinement, tout le monde est sur les réseaux sociaux et notre troisième associé avec Laurent, qui s'appelle Benoît Buyat, nous dit « J'ai une idée les gars, on va mettre l'émission en séquence sur YouTube et Facebook. » Et ça fait 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards de vues, et c'est des vrais chiffres en cumulé. Et donc, en 2022, ce sont les 20 ans de la naissance de l'émission, et on propose à TF1 qui n'en veut pas, puis à C8 qui accepte de faire quelques émissions cultes, enfin, les 20 ans de l'émission culte, voilà, de TF1. Et de 4 émissions au départ, ça devient 30. Au bout de 30, on avait éclusé le stock des histoires de TF1 et on leur dit, ben voilà, ça s'arrête. Et ils nous disent, non, ben là, on va en faire des nouvelles. Et on leur répond, mais avec Qui vous dit ça? Les gens de C8 et notamment Cyril y croit à mort, justement. Il impose l'idée un peu aux responsables des programmes de C8 qui adhèrent à l'idée. Et nous, on était les plus réticents parce qu'on le dit, mais avec les réseaux sociaux aujourd'hui, est-ce que les gens ont encore besoin d'une émission pour se retrouver, pour se parler, pour se dire des choses? Aujourd'hui, il y a Snapchat, il y a TikTok, il y a Instagram, il y a les copains d'avant ou Facebook pour retrouver ou pour se réconcilier ou pour déclarer sa flamme. On n'a plus besoin, il n'y a que la vérité qui compte. Et force est de constater qu'on avait tort, puisque on fait un appel à témoins pressé par C8 pour ça, qui nous dit testez quand même le truc. Et l'appel à témoins, il y a des centaines et des centaines de personnes qui nous disent nous, on veut passer dans l'émission si elle revient. Et c'est comme ça qu'on a redémarré il y a 3 ans maintenant. J'ai un grand aveu à vous faire, Pascal Bataille. En toute humilité, je pense que je n'y suis pas pour grand-chose, mais peut-être un peu. Ah bon. Vous veniez à peine de publier l'émission sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et je me suis entretenue par téléphone avec Alexandre Israël. D'accord. Et je lui ai dit, Alexandre, il y a quelque chose à faire. Il me dit quoi? Je lui dis, il faut absolument que tu mettes Il y a que la vérité qui compte à la télévision et que tu le refasses. Il me dit, mais non, mais pas tout de suite, non, mais non. Je lui dis, tu dois le faire. Alors, il faut que vous nous demandiez les royalties, Cyril. Je ne vous demanderai rien, mais je suis très heureuse pour vous que ça se soit fait. Et pour lui, parce que c'est un personnage absolument capital Super. dans la renaissance de l'émission. Alexandre Israël, qui était donc le directeur des programmes de flux de C8, qui est toujours d'ailleurs dans le groupe, qui est toujours dans le groupe Canal, qui est un garçon merveilleux et d'une humanité formidable, et on l'embrasse, a été un compagnon de chaque jour pour la production de cette émission sur C8 et sur C-Star, et quelqu'un qui nous a effectivement, qui aimait cette émission, qui était les mains dans le cambouis, un merveilleux directeur des programmes, et voilà, je n'étais pas du tout au courant du fait que vous l'aviez un petit peu. Je pense qu'on aurait tous eu cette idée, avec ça, honnêtement. Mais merci Cyril d'avoir plaidé. Non, je pense que vous aviez l'idée bien avant, il est évident, mais je suis très heureuse en tout cas que cette émission revienne encore sur W9 à la télévision à la rentrée. Est-ce qu'il y aura des surprises? Est-ce que l'émission va un petit peu changer, évoluer? Est-ce que les équipes qui travaillent avec vous sont toujours les mêmes, fidèles au poste? Toujours les mêmes. L'idée est vraiment de ne rien changer de fondamental dans une mécanique qui est redoutable d'efficacité et qui a fait ses preuves depuis de longues années. On va peut-être ajouter 1 ou 2 petites fioritures, on va dire, mais qui ne changeront rien à l'essentiel. On est en train d'y réfléchir. Mais voilà, il y aura Rebecca, il y aura Sam, il y aura évidemment Laurent et moi, si Dieu nous prête vie. Mais oui, bien sûr. Et on repart, on est très content de cette nouvelle aventure dans le groupe M6. On est évidemment désolé que C8 ne soit plus, parce que c'est la première fois quand même dans l'histoire des médias français qu'on supprime comme ça, de façon totalement arbitraire, toute une chaîne, et qu'il faut le dire, il y a des
centaines de gens qui se retrouvent sur le carreau. Nous, on fait partie des survivants. On en est très heureux, mais une pensée pour tous ceux qui n'ont pas eu cette chance. Bien évidemment. On vous souhaite en tout cas une très très longue durée avec cette émission-là, qui est une émission incontournable et qui le restera encore très longtemps, j'en suis certaine. Tout de suite, et parce que je crois que vous aimez l'art, on vous emmène au théâtre avec David Schweger. Au théâtre. Bonjour, cher David. Bonjour Cyrielle et bonjour Pascal Bataille. Bonjour. Alors cher Pascal, vous ne le savez peut-être pas, mais je suis le monsieur théâtre de cette émission. Uniquement le jeudi. Le lundi par exemple, c'est Christophe Barbier qui est beaucoup plus célèbre et peut-être meilleur et peut-être préféré par Cyrielle que moi. Je vous aime tous. Ça m'étonnerait. En tout cas, au service de la reine, de l'impératrice de la bande FM à ma droite, je suis perpétuellement en quête pour remplir la mission qu'elle m'a confiée de la mise en accord du choix de la pièce de théâtre dont je vais parler et du thème, par exemple, du livre de l'invité. Eh bien, qu'à cela ne tienne, en parcourant les pages de votre petit traité du silence, j'ai immédiatement pensé que vous marchiez sur les pas de ces auteurs de livres de sagesse, d'Ésope à Paulo Coelho, entraînant vos lecteurs sur les chemins d'une quête initiatique vers un savoir millénaire. Pour vous, la sagesse du silence apportée à notre société bruyante. Aussi, en écho, j'ai voulu chroniquer pour vous ce jour un autre livre sapiential donnant la parole à un sage stoïcien de l'Antiquité, les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, mise en scène par Renaud Meyer et interprétée par Jean-Paul Borde. Alors forcément, David, on a envie d'en savoir plus. Eh bien, il ne s'agit de rien moins que de la transposition théâtrale du génial roman, un de ses plus célèbres, de Marguerite Yourcenar, la première femme à avoir intégré la glorieuse Académie française. Renaud Meyer, le metteur en scène et adaptateur, s'est éloigné du genre épistolaire, qui est plus difficile à transposer sur scène, mais il est resté absolument fidèle au roman. Nous assistons ainsi à la dernière heure de l'empereur, au cours de laquelle il se prépare à quitter le monde. Il parle à sa petite âme et revisite son obsession de faire la paix en bon stoïcien qu'il est. Le spectacle commence par l'ultime toilette d'Adrien, rite de purification, de passage. Chaque phrase est une ode à la vie. Il donne à ses mots toute la mémoire de son existence. C'est une leçon de beauté, de politique, qui met bien évidemment la Grèce à l'honneur. On ne peut bien se préparer à la mort qu'en étant pleinement vivant. Voilà la leçon de l'empereur. Ce qui impressionne dans cette œuvre, c'est qu'elle est écrite par une femme qui traverse un destin d'homme. Le secret de cet homme, c'est l'émerveillement face à la vie. Ce qui ne l'empêche pas de mener à bien ses ambitions politique. Et 1h15 durant, on ne se lasse pas d'écouter cet empereur philosophe se remémorer sa vie, la commenter, en tirer les leçons de sagesse, avant de mettre fin à ses jours, sans regret, à la manière du grand Sénèque en son temps. Tantôt grandiose et poétique, tantôt secret et prosaïque, Adrien évoque le pouvoir de Rome autant que les bienfaits du sommeil et de la nourriture frugale. Alors, un mot sur la mise en scène, David. Oui, Cyrielle, car elle brille par son caractère épuré qui s'harmonise parfaitement avec le propos scénique tout entier, marqué par une sobriété toute stoïcienne. Sur une scène toute de noir peinte, la tenue immaculée d'Adrien, de blanc et d'or, comme sont de bronze et d'or sa cuirasse, et le mobilier de sa chambre, donne à ce lieu un caractère sacré tout autant qu'onirique. On peut le dire sans sourciller, la scénographie de ce spectacle est tout simplement belle, comme un palais romain ou grec, comme un tombeau égyptien. Quant à Jean-Paul Borde, il fut pour moi la révélation de ce spectacle. Ce comédien à la diction très sûre et quasi mélodieuse hypnotise 1 heure durant un public qui croit entendre, me semble-t-il, la voix de l'empereur Adrien au travers de la sienne. Son jeu mélodieux et emphatique sans excès donne une solennité véritable à cette heure ultime passée avec le grand empereur. Pour conclure, David Schweger, votre avis sur cette pièce ? Pour conclure, je recommanderais à nos auditeurs ce spectacle car il est l'un des plus réussis que j'ai eu à commenter en 2 ans de chronique, 2 ans déjà sur CSC. Une ode à la vie au bord de la mort, une leçon d'humanisme, de tolérance, de frugalité, de sobriété, d'épicurisme entendu au juste sens du terme. Bref, un grand moment de sagesse porté par la voix d'un acteur sublime à découvrir. Courez-y. Je pense que ça pourrait grandement vous plaire, Pascal Bataille. Oui, alors d'abord, je voulais dire que c'est une des plus jolies chroniques et c'est très sincère théâtre que j'ai jamais entendu de ma vie. Et j'en ai entendu un petit paquet quand même. Donc bravo à vous parce que elle est remarquablement écrite et puis surtout incarnée et on sent vraiment que la pièce a été non seulement vue mais aimée et intégrée, digérée. Ça, c'est merveilleux. Et juste
Du coup, je vais vous écouter avec tellement d'attention que j'ai oublié où ça se jouait. Et comme je veux m'y précipiter, je veux bien que vous me le redisiez. Petit théâtre Montparnasse. Au petit théâtre Montparnasse, en plus, c'est à côté de chez moi. Au petit théâtre de Poche de Montparnasse. Les mémoires d'Adrien, donc de Marguerite Yourcenar, mise en scène de Renaud Meyer avec Jean-Paul Borde. Au théâtre, donc, Poche Montparnasse, c'est du mardi au samedi à 19h. Eh ben, je vais y aller sans tarder parce que c'est à faire. côté de chez moi. Merci beaucoup, David Schweger. Merci Cyrielle. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est l'édito de Madar. Le billet du jour. Et c'est l'heure de retrouver Samuel Madar, plus connu sous le nom de l'édito de Madar sur les réseaux sociaux. Bonjour Samuel. Bonjour Cyrielle. Aujourd'hui, vous avez décidé de nous lire votre journal intime. Oui, enfin un journal intime, je sais pas, une sorte de journal de bord, ouais. Quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. Moi, si vous voulez le titre, j'en suis pas encore certain, j'en suis pas vraiment convaincu, ça pourrait ressembler à Journal d'un citoyen juif en 2025. Petit spoiler, la fin n'est pas encore écrite, mais c'est censé être une happy end. Alors on commence. Dimanche, réveil brutal. Pas à cause du réveil, non, à cause de Thierry Ardisson. Oui, Thierry Ardisson, l'homme qui faisait parler les morts dans sa précédente émission. Là, il a décidé de faire parler Auschwitz. Et pour dire quoi ? Que Gaza, c'est pareil. Tranquille, en prime time sur France 2, et personne ne dit rien. Pire, Léa Salamé termine ses phrases comme si c'était du bon sens. Un communiqué d'excuses aura lieu ensuite, mais le mal est fait. Et moi, je reste figé. Je me demande, c'est moi ou bien on doit vraiment s'habituer à ça maintenant ? On passe à lundi. Je me dis, allez, c'est passé. Ça ira mieux. Raté. Raté. Une tribune sort, signée par les grandes consciences du cinéma. Au Festival de Cannes, ils affirment qu'il y a un génocide à Gaza. Un mot qu'on sort désormais comme un hashtag, sans recul, sans précision ni validation juridique. Et alors je cherche une tribune de ces mêmes acteurs pour dénoncer le 7 octobre, juste après les massacres. Et rien. Le néant. Silence radio. Certains ont joué pourtant des résistants au cinéma, mais il faut croire que la morale ne tient pas la distance entre la fiction et la réalité. Allez, on passe à mardi. Mardi, Emmanuel Macron parle et se met à douter du caractère démocratique de la défense israélienne. Et il explique, très sérieusement, qu'un cessez-le-feu peut démilitariser le Hamas. C'est vrai qu'on a tous vu Daesh déposer les armes après un colloque sur la paix. De qui se moque-t-on ? Alors Samuel, est-ce que vous avez l'impression que c'est une société qui bascule ? Non, c'est pire que ça. Je pense que la majorité ne dit rien. Et que pendant ce silence, une minorité réécrit l'histoire. Un récit où l'on exige des Israéliens un niveau d'humanité qu'aucun autre peuple en guerre n'a jamais eu à prouver. Un récit où le mot juif est si gênant. Il est gênant s'il n'est pas tout de suite suivi d'un « mais ». Et franchement, c'est épuisant. C'est épuisant de devoir toujours justifier son humanité. On passe à mercredi. Mercredi, je tombe sur une info que personne ne commente. Yuval Raphaël, artiste israélienne et rescapée du 7 octobre. C'est elle qui va représenter Israël à l'Eurovision. On parle d'une femme qui s'est cachée des heures durant sous des cadavres pour survivre. Il faut imaginer ce qu'elle a vécu. Et cette semaine, des manifestants pro-palestiniens se sont positionnés autour d'elle pour la menacer, certains lui faisant même un signe de gorge tranchée. Elle veut juste chanter, elle veut juste danser, juste vivre. Et personne ne dit rien. On a touché le fond et on creuse encore. Allez, on passe à jeudi. Rien d'exceptionnel, juste des messages privés. Apparemment, moi je serais un agent du Mossad, un complice de génocide ou un sale sioniste fasciste, au choix. C'est devenu la routine. La haine n'est plus quelque chose de choquant, juste une routine. Un mot de conclusion avec vous, donc Samuel, pour cette semaine si éprouvante. Oui, que toutes les promesses, tous les grands mots, plus jamais ça, devoir de mémoire, vigilance républicaine, tous ces mots ont fondu, comme un glaçon dans un café tiède. La Shoah n'est plus un souvenir sacré, c'est devenu une arme rhétorique pour attaquer ceux qui ont survécu. Et dans ce vacarme, dans cette inversion permanente des rôles, oui, on se sent seul. Et qu'un peu de soutien, ça nous ferait vraiment du bien.
Merci beaucoup, Samuel Madar. Pascal Bataille, si vous voulez réagir, c'est avec grand plaisir, mais puisque vous faites l'apologie de ce silence, vous pouvez très bien rester dans ce silence. Oui, je vais laisser résonner effectivement cet édito, parce que d'abord, il est remarquablement écrit lui aussi, et puis il exprime une opinion forte, et si on devait entrer dans un débat, ça serait fort long. C'est vrai. Merci beaucoup, Samuel Madar. Tout de suite, c'est votre portrait, Pascal Bataille. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Bonjour Véronique Zana. Bonjour Pascal. Bonjour. Eh bien, moi aussi, j'aurais pu vous offrir une minute de silence. Eh bien non, je vais tisser avec les mots que j'ai retenus. Et ça a commencé avec quelque chose d'assez amusant. Un lapsus de votre part, en parlant des radios, vous avez dit radio-livre. Et on sent que là, quelque chose est vraiment essentiel. Mais on y reviendra après. Alors, on a dit entrepreneur dans l'âme, ce qui va bien attraper un de vos 3 mots, le mot action. Et vous savez faire de belles idées, de l'argent. Hein. Vous l'avez dit, la valeur, c'est quelque chose qui compte. Donc là, on est sur quelque chose vraiment de porteur. Puis, vous avez mis cette impertinence, d'ailleurs, hein, dans vos émissions, un peu le sens de la formule. J'ai beaucoup aimé Guide de la combine. Je pense que je vais essayer d'aller récupérer peut-être après. Et on passe du sale gosse au père de la télé. Et j'ai l'impression qu'entre vous deux, il y avait un petit peu un côté sale gosse, Bon, je vous laisse deviner qui fait quoi. Je ne veux pas trop me mouiller. Oh, je suis vilaine, c'est moi, je le sens. C'est ça. Alors après, on va repasser sur ce silence. Parce que moi, ce qui est venu me parler dans votre histoire, c'est un avant, un après. Surtout, vous avez dit que vous avez envie de faire entendre l'homme de maintenant, de la bienveillance et de la sérénité. Donc, on a vraiment quelque chose qui s'est passé. Et ce que j'entends chez vous, chez le silence, c'est pas une sublimation. C'est pas un moyen, c'est quelque chose qui vient se positionner complètement autrement. Même si régulièrement vous avez parlé de vertueux, mais c'est toujours une facette. Et ça, dans votre livre, vous avez très bien déployé toutes les facettes. Donc j'ai l'impression que pour vous, le silence, c'est un 3e lieu. Et l'écriture, après tout, c'est aussi un rempart face à la mort sur lequel on vient forcément se retrouver exposé. Donc j'avais aussi envie de vous dire que pour votre portrait, explorateur, maturité et créativité, parce que le silence, au fond, c'est l'objet de désir qu'on n'arrive pas à attraper. Qu'est-ce que vous en pensez ? Que c'est très juste. Que c'est très très juste. On en parlera évidemment post-émission parce que je dois rendre l'antenne, mais c'était un très beau portrait. Merci beaucoup Pascal Bataille d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Radio J pour le petit traité du silence à l'égard des gens bruyants, sorti aux éditions Guittre et Daniel. On vous retrouve dans Y'a que la vérité qui compte le jeudi sur C Stars et à la rentrée sur W9. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de votre invitation, c'est merveilleux. À lundi à 15h sur Radio J.